Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette VOD des questions d'actualité au gouvernement. Nous sommes du côté du Sénat, nous sommes le 7 janvier 2026. Il est 15h, il est 15h là présentement et donc nous allons ouvrir cette séance. Juste avant qu'elle ne commence, YouTube, je voulais vous souhaiter une bonne année 2026 puisque ça fait partie des premières VOD que j'enregistre en ce début d'année de 2026 et notamment les VOD politiques. Nique ta mère. Je vous souhaite... Merci gouvernateur. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2026, une bonne santé, de la réussite dans vos projets, et que malgré l'ordre mondial qui s'enflamme et qui part à volo, de trouver une petite bulle de sécurité et de réconfort, notamment sur ma chaîne. En tout cas, moi, c'est ce que je m'emploie à cultiver ici, un lieu de pédagogie, mais surtout de sécurité dans laquelle on peut se sentir un peu à notre place dans ces temps difficiles. Voilà. La séance va s'ouvrir d'ici quelques instants. Normalement, bah voilà. Oh, absolu de cinéma, pardon. Hein. Oh là 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 là. Cet alignement des calendriers. Ah, j'ai cru voir le pupitre des déclarations solennelles. Attention, préparez-vous à vous lever, puisque Gérard Larcher est sur le point d'entrer au Sénat. Bon, déjà, on a l'image, c'est déjà bien. Parce que vous n'avez pas vu, mais moi, j'ai galéré à mettre en place l'image. Donc, on a eu des petits soucis avec la régie vidéo du Sénat. Ah, est-ce qu'on voit le direct de Gérard Larcher qui marche jusqu'au plateau, là, sur les écrans du Sénat, sur les petites télés du Sénat? Notamment, vous voyez surtout celle-là. Je ne sais pas si c'est du direct ou si c'est juste une image. La réponse ici, quelques instants. Non, pas de potiron. Bon, bah écoutez, Gérard Larcher semble se faire désirer aujourd'hui. Bah, ça me laisse un petit peu de temps pour vous dire que si jamais vous appréciez ce format qui revient en forme pour cette année 2026, les questions d'actualité au gouvernement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur cette VOD pour montrer à quel point le contenu politique vous intéresse et que vous voulez en voir plus sur la chaîne. Et puis bien sûr, si vous avez des retours à faire, la section commentaires est là pour ça. Alors, les huissiers du Sénat sont là, donc j'imagine que Gérard Larcher doit plus être... Ah bah le voilà. Le voilà. Bonjour Gérard, bonne année, bonne santé et bonne séance. On y va. Par contre, il n'y a pas de son. J'espère que la régie son du Sénat est bien, parce que la régie vidéo était déjà un peu aux fraises. C'est bon, il y a le son. De mon côté, moi, les chronos fonctionnent, puisque c'est moi qui mesure, grâce à la petite horloge que vous voyez ici, le temps de parole. Donc, on est bien pour repartir avec ce format au Sénat. Et un jour, Gérard dira que nous sommes en partenariat. Ouverte, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Est-ce que le son est bon? permettez-moi d'abord d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bah oui, bonne année. Nous nous retrouverons Bonne année, pour Gérard. la traditionnelle cérémonie des vœux le 13 janvier à 19h30 dans les salons de Beaufranc. Mais malheureusement, mes chers collègues, nous avons commencé l'année avec une bien triste nouvelle. Dans la nuit du 1er janvier, un incendie a ravagé un établissement de la station de Crans-Montana dans le canton du Valais, en Suisse. Le bilan, vous le connaissez, il est particulièrement lourd. 40 morts, dont 9 Français, et plus de 115 blessés graves. Au nom du Sénat tout entier, j'adresse nos condoléances aux familles des victimes et je tiens à exprimer l'entière solidarité de notre Haute Assemblée à l'égard des blessés et des victimes. Je tiens également à saluer le professionnalisme, la totale mobilisation des forces de secours et des autorités valaisannes, ainsi que l'implication des États voisins, dont notre pays, Monsieur le Premier ministre, dans la mise en œuvre du mécanisme européen de protection civile, qui a facilité notamment la prise en charge des grands brûlés. Je voudrais saluer l'ensemble de nos établissements hospitaliers qui aujourd'hui accueillent des grands brûlés, notamment un jeune assez proche de nous à Versailles. Je vous invite à observer un moment de recueillement en hommage aux victimes de cet incendie. Voilà, donc l'Assemblée nationale a pu rendre hommage hier aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Et donc c'est maintenant aujourd'hui au tour du Sénat de le faire. Voilà.
Je vous remercie. Et on va pouvoir y aller. Grand Montana? Ah pardon. Ah, moi je vois un S, je le prononce. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Saslil, abonnez-vous. Au respect à la fois des uns et des autres et à celui du temps de parole. Je donne la parole à notre collègue Ahmed Lawedge pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Les sociodémocrates du Sénat, proches de Raphaël Glucksmann. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en juillet 2017, le président de la République affirmait sa volonté de ne plus voir personne vivre à la rue. Nous sommes en 2026. Non seulement cette promesse n'a pas été tenue, mais nous avons franchi un seuil inacceptable. Ce sont désormais des enfants qui dorment dehors. Il fait moins 10 à moins 12 degrés dans plusieurs départements. Le froid est là, le vrai. Celui qui ne prévient pas, celui qui tue. Sur le terrain, les associations tiennent au prix de l'épuisement. Elles maraudent la nuit, ouvrent des lieux d'urgence, protègent des familles entières. Et on leur supprime des Elles moyens. alertent depuis des semaines, le système saturé, les moyens ne suivent plus. À leur côté, les élus locaux prennent leurs responsabilités. Des maires ouvrent des gymnases, mobilisent des bâtiments municipaux, activent leurs services sociaux. Ils agissent dans l'urgence, souvent seuls, sans visibilité durable sur l'accompagnement de l'État. Pendant ce temps, le 115 est saturé, des milliers d'appels restent sans réponse. Les chiffres sont là, 350 000 personnes sont sans domicile en France. Chaque nuit, des milliers dorment dehors, dont des enfants entre 2 et 3 000, selon les dernières estimations. Dans le même temps, 2,3 millions de logements sont vacants. Monsieur le ministre, le plan Grand Froid a été activé ici ou là, mais ce n'est pas une politique, c'est une gestion de crise répétée, hiver après hiver. On improvise quand le froid arrive, on referme quand il repart, et on laisse associations et collectivités absorber le choc. Alors je vous demande clairement, comment l'État va-t-il soutenir immédiatement et durablement les associations? Comment l'État va-t-il soutenir immédiatement et durablement les élus locaux, aujourd'hui en première ligne, pour protéger celles et ceux que la République laisse dehors? Quand l'État assumera pleinement sa responsabilité en mobilisant réellement tous les leviers disponibles, y compris les logements vacants, pour garantir un hébergement en priorité pour les femmes et les enfants. Parce qu'on ne peut pas, monsieur le ministre, parler de dignité humaine le jour et laisser mourir de froid la nuit. Je vous remercie. Pour vous répondre, ouais. la parole est au ministre de la Ville et du Logement, monsieur Vincent Jeanbrun. Vous avez la parole. Vous avez le même Merci, raisonnement, Monsieur du le coup, Président, Touston, Mesdames et Messieurs avec les sénateurs, le sénateur. Merci, Monsieur le Sénateur, de me poser cette question parce qu'elle me donne l'occasion de remercier et de saluer le travail immense de toutes celles et ceux qui permettent d'accompagner la mise à l'abri d'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui menacées par ce froid terrible, et vous avez raison de le rappeler. Donc merci aux agents publics, merci aux associations, merci aux nombreux bénévoles et merci aux élus locaux qui se mobilisent. C'est extrêmement important de le rappeler. Vous parlez d'improvisation, monsieur le sénateur, je regrette, il n'y a pas d'improvisation. Le plan Grand Froid est anticipé, il répond à des critères objectifs. Chaque préfecture le déclenche en fonction des conditions météorologiques. Donc il n'y a pas d'improvisation, il n'y a pas d'arbitraire en cela, c'est très objectivé. Et pardon de le dire, au-delà du plan Grand Froid spécifiquement, le plan hivernal a été déclenché dès novembre de manière à donner un maximum de moyens. Là, dans le cadre du plan Grand Froid, il est sans précédent, avec plus de 5000 places supplémentaires qui ont été ouvertes dans ces précédents jours pour augmenter les mises à l'abri, augmenter les maraudes, augmenter l'accueil de jour. Tout ça est évidemment fondamental. Est-ce que ça suffit à détourner le regard de celles et ceux qui meurent à la rue? Évidemment que non. Évidemment que non. Et c'est pour ça que nous avons proposé dans le budget 2026 110 millions d'euros supplémentaires, des milliers de places potentiellement en plus. Alors, je vous en conjure, si comme moi, vous voulez qu'on sauve des vies, votons le budget. Merci. Ah ouais, donc un ultimatum. Bien, budget, notre collègue Jean-Marc Sousport pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Les socialistes maintenant. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, samedi dernier, le monde a assisté à la première étape d'un coup d'État. Donald Trump a déclenché un raid militaire sur le sol d'un pays souverain, a enlevé le dirigeant du Venezuela et a appelé à la mise en place d'un régime conforme aux intérêts des États-Unis et à son idéologie.
Le régime de Nicolás Maduro, qui fait fuir 25% de sa population et qui réprime l'opposition, doit évidemment être dénoncé. Il n'empêche que cette agression est une violation incontestable du droit international qui doit être fermement condamné. Et nous l'exprimons ici clairement, car cela n'a pas été fait dans la première réaction, la plus importante, du chef de l'État qui s'est limité à affirmer, je le cite, que le peuple vénézuélien ne pouvait que s'en réjouir. Cette réaction, contraire à notre histoire diplomatique, est un aveu de faiblesse. Ils peuvent se réjouir de devenir un État fantoche des États-Unis, de passer d'un dictateur à un autre. Américain. Les diverses réactions du Quai d'Orsay ou de chefs de l'État ont semé la confusion et le doute. Pouvez-vous nous rassurer et confirmer clairement que la boussole de la France est toujours celle du multilatéralisme, de la souveraineté des États et du respect de la Charte des Nations Unies? Nous rassurer, je ne suis pas sûr, parce qu'il a essayé à l'Assemblée nationale et... Le délégué chargé du commerce extérieur, ah bah oui, c'est toujours lui. Merci. Ouais, voilà, il a essayé, il s'est planté. Messieurs les sénateurs, il ne nous a pas rassurés. Sénateur, je veux vous rassurer. Non. Il n'y a absolument pas de divergence. La position du Quai d'Orsay, vous savez, elle n'est pas déterminée uniquement au Quai d'Orsay, elle est forcément déterminée avec le président de la République. La vérité, c'est que le Quai d'Orsay a été extrêmement clair par la voix du ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en rappelant que le droit doit primer sur la force, en rappelant que la France ne peut pas accepter le fait qu'il y ait une intervention extérieure qui vienne changer la volonté et la libre détermination du peuple vénézuélien. Et le président de la République a simplement conforté et rappelé aussi qu'il fallait maintenant se consacrer à la transition et accompagner le peuple vénézuélien justement à pouvoir accéder à cette libre détermination, en rappelant d'ailleurs qu'il y a eu un président qui la meilleure transition, c'est de dénoncer, de prendre des sanctions contre les États-Unis. Pas le cas de M. Maduro. La France n'a d'ailleurs jamais reconnu l'élection de M. Maduro. Donc les choses sont claires, je veux vous rassurer, et nous continuons à considérer, et la France est motrice de ce point de vue-là, que le droit prime, que le multilatéralisme est nécessaire à l'équilibre du monde. C'est la politique de la France, et nous poursuivrons dans ce sens. Wow, on est rassurés. Monsieur Weishaus-Fort. Monsieur le ministre, j'entends vos propos. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il faut regarder la vérité en face. La stratégie de Donald Trump est désormais limpide, assumée. Ce n'est à rien celle d'un libérateur, mais au contraire celle d'un prédateur, celle d'un pilleur de ressources pétrolières. La route est toute tracée. Après le Venezuela, ce pourrait être Cuba, la Colombie et le territoire européen du Groenland. Monsieur le ministre, face à et le Canada aussi, on n'oublie pas. La voix de la France doit être forte pour être écoutée, maîtrisée pour être crédible et fidèle à ses valeurs pour préserver l'espoir des peuples qui aspirent à la liberté de disposer d'eux-mêmes. Cette voix, ce doit être celle de la France des Lumières, celle de la France du non à l'intervention en Irak. Cette voix, ce doit être une voix qui compte, celle d'un phare pour notre Europe, pour sa survie. Merci. La parole est... Bon, ça s'enchaîne aujourd'hui. Notre collègue, la présidente Cécile Cukierman, pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Les communistes. Et donc, comme c'est la présidente, c'est le Premier ministre qui répondra. Samedi, Donald Trump a organisé l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse et leur transfert aux États-Unis. Il se justifie alors par la lutte contre le narcotrafic. Mais dans sa déclaration, il dévoile lui-même son vrai but, l'occupation. Je le cite, « Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition » et il annonce l'arrivée des entreprises américaines pour prendre le contrôle des infrastructures pétrolières. Et dit-il, commencer à gagner de l'argent, son seul objectif est donc bien le contrôle de la manne pétrolière vénézuélienne. Fabien Guay a mis sa cravate à l'envers, regardez. Aujourd'hui, autour du Groenland, les pressions sur les ressources et les routes arctiques s'intensifient. Et quoi qu'affirme le président Macron, cette menace doit être prise très au sérieux. Nous assistons donc au retour assumé des logiques de puissance, d'ingérence et de prédation. Mais le plus inquiétant, monsieur le Premier ministre, c'est la place où la France se met elle-même. Le silence ou l'ambiguïté face à de telles violations affaiblit notre crédibilité diplomatique. Au moment même où nous voulons réaffirmer notre soutien à l'Ukraine face à l'agression de Vladimir Poutine. Comment exiger le respect de la souveraineté et de la Charte des Nations Unies si nous restons muets quand une autre puissance piétine ces mêmes principes ? FDA, c'est quoi ? L'incohérence nourrit le cynisme et elle sert ceux
qui nie le droit parce que ça international. légitime le fait qu'il y ait des bonnes invasions ministre, et des mauvaises invasions. Va-t-elle condamner clairement Alors qu'il n'y a pas de l'intervention bonnes au Venezuela et l'arrestation de ses dirigeants? Enfin, nous vous avons interpellé avec mon collègue président du groupe GDR à l'Assemblée nationale pour l'organisation d'un débat 50-1. Vous en avez acté hier le principe à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire quand celui-ci aura-t-il lieu? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le T'es présidente de groupe, Cécile, il faut demander un peu plus qu'un débat à l'Assemblée. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les le Premier ministre, lui, n'a pas de limite de temps de parole. Déjà, permettez-moi allez vous faire un café. De présenter nos vœux les plus républicains, mais aussi personnels pour l'ensemble des On se retrouve dans un quart d'heure. Merci pour votre question, Madame la Présidente. Pour être direct et clair, peut-être avant de l'être, saluer l'engagement, comme je l'ai fait hier à l'Assemblée nationale, des agents de l'ambassade qui servent et rendent le service public à Caracas et qui protègent, en lien avec l'ensemble des autorités consulaires, la communauté française présente sur place. N'a peut-être pas été suffisamment fait ces jours derniers dans la presse, donc je voulais le faire aussi à travers vous. Tout contrevient au droit international dans cette affaire. L'opération militaire en tant que telle. Je rappelle que l'usage de la force est permis dans le cadre de ce que la Charte des Nations Unies prévoit et dispose. Nous en savons quelque chose nous-mêmes, nous autres Français, encore en début de semaine. Des opérations militaires ont eu lieu sur la Syrie, que vous aviez d'ailleurs autorisé par l'article 35 de la Constitution, dans le cadre des mandats qui sont donnés par les Nations Unies. La France continue évidemment de réaffirmer ses principes. Rien ne va en matière de droit international et de respect du droit international sur la nature même du régime aussi de Nicolas Maduro. Merci pour la tonalité de votre question, puisque vous avez tenu cette ligne de précision. Il est clair, comme l'a rappelé le ministre Nicolas Forissier, que la France ne reconnaît pas, évidemment, les opérations électorales telles qu'elles se sont tenues il y a maintenant de cela pratiquement 2 ans, et que nous appelons effectivement à ce que cette transition reparte des opérations électorales telles qu'elles se sont évidemment tenues. Alors, ce n'est pas parce que tout est illégal qu'il faut se décourager de défendre le droit, déjà parce que ce sont nos propres principes. Monsieur le sénateur, vous avez cité la philosophie des Lumières et que ces valeurs, par définition, quand on est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça crée des devoirs et que donc ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'en décourager ou en dévier. Je rajouterai aussi parce que ce sont aussi nos intérêts. Je pense qu'une partie du monde, on a eu ces débats dans d'autres circonstances dans mes fonctions précédentes, beaucoup de pays, dans l'hémisphère sud, mais pas seulement, n'ont que le droit international pour seul et unique levier de bouclier et de protection. Et de voir la France ne pas varier sur cette affirmation est aussi un des moyens de défendre nos propres intérêts, si je puis me permettre, et une permanence qu'on pourrait qualifier de gaulo-mitterrandienne depuis maintenant de nombreuses décennies, dans la capacité justement, au fond, à réaffirmer que nous pouvons être alliés sans être alignés, pour dire les choses de manière la plus évidente possible. C'est pas parce que tout est illégal et que rien ne va en matière de droit international qu'il ne faut pas se réjouir qu'un autre avenir soit possible pour le peuple vénézuélien, ce que j'ai rappelé hier à l'Assemblée nationale, parce que désormais la nature même, le calendrier, la qualité de la transition démocratique viendra aussi dire quelque chose de la suite de ce que nous vivons sur ce continent. Pour le reste, un débat, oui, je m'y suis engagé hier, le plus rapidement possible, c'est-à-dire sous 15 jours, me permettrait avec le président du Sénat de faire un point sur l'organisation des travaux de manière globale dans les jours à venir. Je pense que ce débat, comme parfois les membres de la Commission des Affaires étrangères et des Forces armées, Monsieur le Président Perrin, nous y ont invités ces dernières semaines et mois, doit aussi être un moment où il faut se poser des questions sur notre autonomie stratégique, voir pourquoi la réaction européenne n'a pas été aussi rapide et aussi forte peut-être qu'attendue, pour dire les choses de manière... vous êtes plus libre de parole que moi, mais moi je le dis de manière prudente, mais je pense que c'est un moment quand même dans lequel il faut se poser de bonnes questions. Et au-delà de la situation en Amérique du Sud, je crois qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà suffisamment souligné les effets de la politique menée par l'administration de Trump, y compris sur la relation transatlantique de manière globale. On tourne autour de ce sujet-là, de toutes les évidences, et je pense que le moment est venu d'aller plus loin dans la réflexion stratégique, et plutôt que d'être dans un simple constat, se poser aussi les bonnes questions de ce qu'il faut peut-être réorienter ou adapter dans les circonstances. Merci à toutes et à tous. Madame la Présidente, je n'ai pas tout à fait compris la fin de la question. Merci, Monsieur le Premier ministre. Soyons tous francs et très clairs dans nos paroles. Dans 2 mois, quand les États-Unis envahiront le Groenland, conformément à ce que vient d'annoncer Donald Trump, ce que nous avons dit aujourd'hui ou nous n'avons pas dit aujourd'hui peut se révéler très dangereux. Merci. Certes. La parole est à notre collègue Marie-Lise. Ah bah il est malade aussi, Gérard. Pour le groupe de l'Union centriste.
Les centristes, les sénateurs de François Bayrou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre, en Occitanie, la crise agricole s'intensifie. Après les nombreux barrages routiers d'avant Noël, la pression ne retombe pas. Ainsi, hier, à Albi, avant-hier, les agriculteurs ont passé la nuit devant la préfecture et les tracteurs se sont mis en route vers Paris. Tout cela avec un appui massif de la population, malgré les dommages, malgré les barrages. En cause, une crise il est toujours là, le maire de Pau, il prépare sa réélection. Trop peu de réponses ont été apportées. Ah non, j'ai pas vu Pluribus. La goutte d'eau, la crise des NC. Ni les éleveurs, ni les habitants ne comprennent l'abattage total quand un cas se déclare dans un élevage vacciné. D'où ma première question, Madame la Ministre. Qu'en est-il de la concertation annoncée pour un protocole assoupli? Plus largement, les agriculteurs ne supportent plus le 2 poids 2 mesures, la concurrence déloyale de denrées utilisant des produits interdits en France. Par exemple, actuellement, en Occitanie, les silos de maïs sont pleins, alors qu'à Barcelone, les cargos déchargent des tonnes de maïs OGM pour les élevages catalans. Résultat, en 2025, une balance commerciale déficitaire pour la première fois depuis près de 50 ans. Voilà. Votre courrier, Monsieur le Premier ministre, n'a pas apaisé les esprits. Trop de promesses non tenues et trop peu de moyens pour des contrôles efficaces. Après la défection de l'Italie, la bataille du Mercosur semble perdue d'avance. Alors, quelles mesures concrètes allez-vous mettre en œuvre pour permettre à nos agriculteurs de lutter enfin à armes égales avec le reste du monde? Merci. Merci. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée, porte-parole du gouvernement, Madame Bréjon, vous avez la parole. Maude Bréjon, bonne année. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Lise Housseau, tout d'abord, veuillez excuser ma collègue Annie Genevard qui est à Bruxelles aujourd'hui pour une réunion importante avec les différents ministres de l'Agriculture et qui évoquera justement avec eux les problématiques qui sont partagées à l'échelle de l'Union européenne et que vous avez citées dans votre question. Sur la question de la DNC, le gouvernement a pleinement conscience de la difficulté que traversent les agriculteurs et notamment dans votre région et dans votre département. Nous l'avons dit depuis le départ, la priorité est donnée à la vaccination. Et là-dessus, le gouvernement, l'État s'était engagé à vacciner, par exemple, l'intégralité du cheptel ariégeois avant le 31 décembre. Cet engagement a été tenu. De même que dans les départements concernés, comme c'est le cas dans le vôtre, la couverture vaccinale atteint aujourd'hui 80%. Bon, du coup et je profite pour remercier l'ensemble des services de l'État, l'ensemble des vétérinaires qui se sont mobilisés, notamment pendant les fêtes de Noël, pour permettre d'arriver à cet objectif-là. Ah, ça a été rouvert le procès du MoDem. Le protocole sanitaire est évidemment une question pertinente et on l'entend depuis le départ. Dire d'abord, pour moi, il avait été, comment on appelle ça, relaxé. N'est pas une décision politique. C'est une décision sanitaire qui repose sur des fondamentaux scientifiques, qui a été préconisée par les scientifiques, préconisée quoi par comme les chercheurs. saveur? Nous ne fermons pas la porte par principe le parquet à une avait fait appel. évolution du protocole sanitaire, notamment lorsque la couverture vaccinale totale sera atteinte. Pas de nouvelles, Nous disons une chose simple, tous les moyens sont mis en place pour que la recherche avance, de telle sorte que les chercheurs puissent, si c'est pertinent, proposer à l'État une évolution du protocole sanitaire adaptée à l'immunité vaccinale une fois que celle-ci sera atteinte. J'ajouterai ensuite une remarque sur ce que vous avez dit concernant le courrier du Premier ministre. Dire simplement que ce courrier n'est pas pour solde tout compte et que les discussions continuent entre le Premier ministre, la ministre de l'Agriculture et les organisations syndicales encore hier et avant-hier à l'hôtel de Matignon. Et je terminerai, puisqu'il me reste très peu de temps, pour vous dire que sur le Mercosur, notre position n'a pas changé. Cet accord n'est ni juste ni équitable et en l'état, il est inacceptable pour la France. Je vous remercie. Madame Housseau. Oui, je vous remercie, mais vos réponses sont quand même assez incomplètes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si rien n'est fait, les agriculteurs savent pertinemment que leur disparition est inéluctable. Et maintenant, ils n'ont plus rien à perdre et ils ne vont pas s'arrêter. Et donc, je vous en conjure, agissez et agissez vite. Merci. Ah bah oui, les agriculteurs de France vont disparaître et ce sera la faute de la France qui n'aura rien fait. Solidarité et territoire. Alors, les écologistes. Ah, c'est le président Guillaume Gontard. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Donc c'est. Peut-on rester faible face à la brutalité et la loi du plus fort? Peut-on se taire quand le droit international est piétiné? Peut-on détourner le regard face au pillage des empires prédateurs? Aujourd'hui, la France et une majorité de pays européens ont baissé les yeux.
baisser les yeux par lâcheté, comme on baisse les yeux face aux petits caïds qui humilient et terrorisent. Un seul dirigeant européen, le Premier ministre espagnol, a osé rappeler l'essentiel, la justice et le droit. Après Gaza, après le Liban, après l'Iran, dans quelle dystopie sommes-nous entrés pour que la défense la plus élémentaire du droit international devienne l'exception? Monsieur le Premier ministre, quand Donald Trump viole la souveraineté du Venezuela pour s'emparer de son pétrole et menace désormais d'annexer le Groenland, territoire européen, territoire de l'OTAN, notre silence est une autorisation. Deux choix s'offrent à nous. Soit nous affirmons collectivement notre force, soit nous disparaîtrons. Renforcer nos armées nationales ne suffira pas, il faut une réponse européenne. Une réponse militaire coordonnée, en renforçant le pilier européen de l'OTAN et en soutenant l'Ukraine, notamment via la mobilisation des avoirs russes. Une réponse politique, en accélérant notre intégration continentale et en tenant le prochain Conseil européen à Nuuk, au Groenland, pour dire clairement « ce territoire n'est pas négociable ». Une réponse diplomatique, en bâtissant un nouveau multilatéralisme, un nouveau Bandung avec les pays du Sud qui refusent l'ordre impérial et la loi du plus fort. Une réponse économique, en bâtissant notre souveraineté énergétique par les renouvelables, sans dépendre des hydrocarbures de Trump et de Poutine. Souveraineté numérique, en bannissant du continent les plateformes qui propagent la haine et la désinformation. Garde-le pour après, on se la regardera après. Monsieur le Premier ministre, la France et l'Europe ont les moyens et le devoir, agissez. Bon, vous répondre, la parole est au Premier ministre, vous avez la parole. Voilà, donc vous pouvez aller vous refaire un autre café. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président Gontard, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit à votre collègue, la présidente Cukierman, et je repars de votre question pour tenter avec vous d'aller plus loin et peut-être d'ailleurs déjà nourrir un peu ce débat 50-1 que vos groupes politiques ont réclamé. Le vrai sujet, c'est notre crédibilité, au fond. Et est-ce qu'on est prêt, une bonne fois pour toutes, à être fort? Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas que gouvernemental. C'est une œuvre collective qui se fait, à mon avis, sur plusieurs fondements, plusieurs principes. Le premier, c'est évidemment la cohérence. C'est ce que je disais tout à l'heure à la présidente Cukierman, pardonnez-moi. La cohérence de notre histoire politique et diplomatique, la cohérence de ce que nous sommes dans le rapport au droit international, la cohérence dans nos engagements multilatéraux dans un moment de crise du multilatéralisme. Et objectivement, il y a un consensus sur l'ensemble des bancs du Sénat pour le dire. Le vrai sujet, c'est que ça soit contagieux dans les autres parties. Doucement en parlant de contagion. Cousine ou en cousinage dans les différents pays européens. J'y reviendrai, mais c'est évidemment le sujet de la cohérence. Le deuxième sujet, c'est la crédibilité. C'est Roro qui a regardé ça, d'accord. Ah, bah fallait le dire que c'était Roro. Ça repose des questions on l'embrasse, l'orientation de la cohérence entre notre modèle de défense et notre diplomatie. Ça repose encore la question de l'engagement transatlantique. On tourne autour quand même toujours de cette question. J'insiste au plus haut point, parce que ce que vous interrogez, c'est la rupture que l'administration américaine est en train d'introduire dans tout cela. On est membre d'une alliance qui n'est pas consensuelle politiquement sur ces bancs, enfin qui quand même n'est pas récente, et qui réorganise complètement l'architecture de sécurité de notre continent. Si beaucoup de pays européens ne se rallient pas toujours aux positions françaises, c'est tout simplement qu'ils sont nez à nez face à la Russie. Et que face à la puissance russe et à la prédation russe, puissance nucléaire, la manière dont un Britannique et un Français réagissent n'a strictement rien à voir avec un Allemand, un Polonais ou des pays baltes. Et donc la question de la sécurité va quand même être déterminante et va englober d'autres combats agricoles, on va y revenir dans les heures et dans les jours qui vont venir, énergétiques, parce qu'au fond, on a désormais ce dessin des éléments de la souveraineté, pour être clair, qui font que nous ne sommes pas dans la dépendance. Et effectivement, les questions culturelles, donc numériques, intellectuelles, qui ouvrent aussi à un nouveau pouvoir, en quelque sorte, qui est en train, évidemment, de muter. Et ça, cette crédibilité, évidemment, elle est clé. Le troisième sujet, c'est qu'il faut qu'on soit unis. Ça ne veut pas dire que ça écrase nos diversités politiques, nos combats. Il y aura suffisamment d'élections cette année, l'année prochaine pour cela. Enfin, ce que je disais il y a quelques instants, il y a quand même un combat culturel, politique et intellectuel à mener, y compris vis-à-vis de la nouvelle génération. Comment on se positionne dans un ensemble de blocs qui est en train de se dessiner, qui n'a strictement rien à voir avec les années 90, post-guerre froide, qui est en train de se recomposer différemment et sur lequel, au fond, on voit bien que ça va beaucoup plus vite que nos propres organisations.
Et ça, c'est un sujet évidemment qui est plutôt préoccupant parce qu'on voit bien que la tentation, c'est de se diviser. Là où beaucoup de pays européens sont en train plutôt de s'unir, on ne peut pas ne pas le voir, en tout cas de faire nation autour de quelques grands objectifs. Et ça, je pense que c'est absolument clé. La quatrième chose, c'est d'être ouvert. Votre groupe, d'ailleurs, est intervenu suffisamment sur ces sujets. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons réorienté, y compris sur la présence militaire française en Afrique, est le bienvenu, et heureusement que nous l'avons fait à temps. On n'ignore pas les commentaires que ça a pu susciter en son temps, mais enfin, désormais, on voit bien que l'image, la manière dont est perçue la présence militaire française en Afrique, nous protège d'une forme de double standard. Les engagements français au sein de l'ASEAN, notre capacité à développer et dérouler la stratégie Indo-Pacifique, parce que les questions gouvernement nous amènent souvent à une actualité brûlante. Enfin, ce n'est pas parce qu'on regarde ce qui se passe en Amérique du Sud ou plus au nord qu'il faut se détourner de ce qui se passe en mer de Chine. Donc là, on a évidemment aussi un engagement et à repenser nos engagements multilatéraux avec beaucoup plus de rapidité. Et enfin, pardon d'être long, c'est la question au fond qui me préoccupe le plus, peut-être d'ailleurs la question qu'il faudrait poser sur le 50-1, c'est ce qu'on en a vraiment envie. C'est la question la plus redoutable. Parce qu'au fond, nos grands anciens, dans les années 60, pendant la guerre froide, entre gaullistes et communistes, avec des engagements qui étaient différents, pendant la guerre d'Algérie, ils ont quand même su tracer un chemin dans lequel ils se sont dit on va faire ce qu'il faut et on va prendre les bonnes décisions. Et c'est un peu le sujet du moment, c'est qu'avec ce climat préélectoral, avec les divisions politiques que nous connaissons, est-ce qu'on est capable de transformer cette volonté en quelques plans d'action de manière très désintéressée, de manière très opérationnelle? On y revient, agriculture, énergie, défense, combat culturel. C'est les vilaines oppositions qui veulent prendre le pouvoir et qui vont donc faire du populisme. Il faut qu'il s'appuie sur le fond et sur des mesures très concrètes. Merci à toutes et à tous. Merci. La parole est au président Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Ah bon? Ah oui, non, président de commission. Monsieur le Premier ministre, hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a indiqué que Donald Trump et son équipe discutent de plusieurs options pour obtenir le Groenland. Et je cite, « Bien sûr, l'armée américaine est toujours une option. Si les Américains mettent leurs menaces à exécution, ce sera la fin de l'OTAN. » C'est du reste l'avertissement lancé par votre homologue danoise hier. Par elle-même, ces menaces portent déjà sans doute un coup mortel à la plus grande alliance militaire qui ait jamais existé. L'architecture de sécurité du continent européen s'effondre sous nos yeux du fait de la trahison américaine. Jusqu'à présent, seuls les pays du pacte de Varsovie s'attaquaient entre eux. Il n'est plus temps de se lamenter ou de gloser sur tout cela. Il faut agir de façon calme, rapide et déterminée. Aussi, Monsieur le Premier ministre, qu'entend faire l'exécutif dans les jours qui viennent pour répondre à ce basculement historique? Sur quels pays européens pouvons-nous compter pour réagir à ces menaces et opposer un front ferme et déterminé? Quelle perspective entendez-vous offrir aux Français qui, dans leur immense majorité, j'en suis sûr, sentent bien que les moments que nous vivons sont graves et historiques? Merci. Disons que ça, c'est la question. La parole est au ministre délégué chargé du commerce extérieur, M. Forissier. Mais il est où, Benjamin Haddad? Merci, Monsieur le Président. Mesdames Alerte enlèvement, sénateurs, cherche ministre des Affaires étrangères. A déjà évoqué le sujet du Groenland. Il est planqué où, Haddad? Certaines autorités américaines. Oui, je le cherche justement, voilà. Et merci. Ah oui, au Sénat, si tu ne réponds pas en regardant le sénateur, où t'es fiché. Aujourd'hui, du gouvernement et de l'Union européenne, en rappelant d'ailleurs que le traité de l'Atlantique Nord, qui a été créé en 1949, il s'appelle bien le traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Et qu'est-ce qui est au centre de l'Atlantique Nord, si ce n'est le Groenland? On voit bien qu'il y a, et votre question est parfaitement justifiée, une question de fond, une question d'opportunité, et que la France, qui est motrice sur ces questions au sein de l'Union européenne, doit clarifier les choses et doit pousser à faire en sorte que nous respections le droit. Le principe, c'est que la sécurité dans l'Arctique reste une priorité essentielle pour l'Europe. L'OTAN, d'ailleurs, avec un peu de retard, a indiqué que c'était une priorité et que les alliés devaient intensifier leurs efforts, ce qu'ils font. Nous avons renforcé notre présence, nos activités et nos investissements au Groenland afin de garantir la sécurité de l'Arctique et de dissuader les adversaires. Et je le rappelle, encore une fois, comme les États-Unis, le Danemark et le Groenland, qui est un État associé du Danemark,
font partie de l'OTAN. Il y a donc une solidarité naturelle qui, a priori, doit nous conduire à assurer cette sécurité de façon collective. Saumon a raison, à la vôtre. Nous avons à rappeler, et c'est la position de la France, que ce n'est personne d'autre que le peuple du Groenland et l'État et le peuple du Danemark qui doivent déterminer l'avenir de cette région du monde, de ce territoire. Et il ne saurait être acceptable, effectivement, que nous puissions avoir une autre procédure. Donc ça veut dire que votre question, elle se pose, qu'aujourd'hui, on n'est pas en situation d'avoir à y répondre, mais il faut effectivement anticiper. Il n'y a pas eu de fait, il y a simplement des suppositions et des débats. Je pense qu'il faut effectivement s'y préparer. Et cela suppose que l'Union européenne fasse des déclarations extrêmement précises. C'est déjà le cas de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne qui se sont exprimés dès hier sur le sujet. Monsieur le Président Perrin. Monsieur le ministre, n'y voyez aucune attaque personnelle, mais sur un sujet aussi grave et historique, j'attendais une réponse du Premier ministre. Il est temps... Le temps nous est compté. La France doit se doter d'urgence, monsieur le Premier ministre, d'un budget pour pouvoir valider l'augmentation des crédits des armées. Toi aussi, tu vas demander le 49.3 besoin, et vous le savez. La sécurité de la France passe avant toute autre considération et nous avons déjà pris malheureusement beaucoup trop de retard. Les Français chérissent la paix car ils ont connu le prix de la guerre, mais les Français refusent de vivre en peuple soumis. Il est donc temps de sortir du déni. La question du Venezuela pose la question du Groenland, qui va vivre en insoumis. La question de notre architecture de défense. C'est cela qui doit être traité dans le débat 50-1. Notre volonté et notre relation aux États-Unis, et pas juste le Venezuela. Il est temps que les puissances avides apprennent que l'Europe ne se laissera pas dévorer, vivante, sans au moins livrer bataille. Merci. Ça incante beaucoup, comme d'habitude avec l'Union européenne. La parole est à notre collègue Nadège Havet, pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Les macronistes du Sénat. Merci, Monsieur le Président. Contenu illicite généré par l'IA Grok et diffusé sur la plateforme X, tentative d'ingérence, désinformation et déshumanisation, les réseaux sociaux n'ont plus rien de sociaux. Ils sont devenus, et notamment pour les plus jeunes, un fléau. Une large partie de la population souhaite une meilleure protection de nos enfants. Donc interdisons tout. Un projet de loi va être présenté en Conseil d'État. Pourriez-vous nous en présenter les contours et le calendrier, Monsieur le Ministre ? Au cours des débats sur ce texte, nous devrons nous intéresser aux liens ténus qui existent entre l'usage de ces réseaux, les types de terminaux permettant d'y accéder et le temps d'exposition aux écrans. Les chiffres sont en la matière alarmants. À ce propos, le Parlement œuvre déjà. De nombreux travaux ont été menés. Je pense notamment à celui du président Maluret sur TikTok. De nombreuses initiatives ont vu le jour, de la loi Avia à la proposition de loi de notre collègue Catherine Morin-Desailly, parfois même visant à interdire la vente de smartphones au moins de 15 ans. Je pense à la récente démarche de mon collègue Martin Lévrier. Pour une large partie de la littérature scientifique, les réseaux sociaux sont identifiés comme la vente de smartphones au moins de 15 ans. Comment à 15 ans tu peux avoir 10 sacs pour acheter un iPhone, isolement. La problématique des algorithmes, de leurs biais et de leur manipulation sera centrale et la commission Bronner l'a aussi mise en évidence. Au-delà du dispositif légal renforcé, c'est la question de l'effectivité de sa mise en œuvre qui se posera. En tant que famille, personnel éducatif, élus, quelle régulation efficace de ces systèmes rendus profondément addictifs ? Il s'agit, à nos yeux, d'un enjeu politique, éducatif et sanitaire majeur. C'est aussi une question de souveraineté dans un contexte géopolitique de grande instabilité. Je dirais, la France numérique, tu la respectes ou tu la quittes ? Ce débat sera aussi l'occasion de rappeler à certaines personnalités, dont Elon Musk, ça réinvoque Gabriel Attal, légitimité démocratique, que leur saillie trompeuse sur nos États souverains n'impressionne personne. Je vous remercie. Nous non plus, on n'est pas impressionnés par ta question, madame. La parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté, notamment numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nadège Havet. D'abord, merci pour votre question qui me permet de rappeler 3 statistiques très simples. Aujourd'hui, nos adolescents passent en moyenne 4 heures par jour, au moins, sur les écrans. L'âge moyen d'inscription sur des réseaux sociaux, c'est 8 ans et demi aujourd'hui. Et il y a 2 tiers des adolescents, des jeunes enfants de 7 à 10 ans qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez dit, des études très précises, notamment une étude américaine, je vous engage à lire le livre qui s'appelle « Génération anxieuse » d'un chercheur américain, qui montre qu'avec la conjonction
de 3 facteurs importants. La généralisation des téléphones intelligents, l'accès aux réseaux sociaux, et vous l'avez dit, le fait que les licences 4G et 5G rendent l'accès aux réseaux sociaux universel, fait que nos enfants, aujourd'hui, parce qu'avant, pour avoir les codes Internet, il fallait se lever tôt. J'ai connu ça, moi, le modem 56K. Très forte hausse des consultations en psychiatrie partout dans le monde, des jeunes garçons et des jeunes femmes. Il faut agir vite. Et le gouvernement, vous l'avez dit, souhaite agir vite avec le dépôt d'un projet de loi qui aura 2 objectifs importants. 1, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, la majorité numérique, et 2, la généralisation de l'interdiction des portables au collège. Et j'entends ce qui est censé être déjà le cas, qu'il y aurait des oppositions entre les travaux faits au sein des assemblées et les travaux menés par le gouvernement. Non, mesdames, messieurs les sénateurs, non, mesdames, messieurs les députés, nous reconnaissons et nous connaissons le travail qui a été fait ici. Vous l'avez dit notamment par le président Maluret et par madame la sénatrice Morin-Desailly. À l'Assemblée aussi, le président Marcangeli, Gabriel Attal avec Laure Miller travaillent sur ce sujet. Je veux vous dire une chose, mesdames, messieurs les sénateurs. Ce combat, il est loin d'être gagné. Parce que derrière les enjeux de protection de nos enfants, les intérêts économiques auxquels on va faire face vont être énormes. Et donc, il faut vraiment qu'on soit rassemblés là-dessus. Nous souhaitons travailler évidemment avec les chambres. Le calendrier vous sera précisé. Vous le savez, le calendrier budgétaire fait qu'il est aujourd'hui un peu bousculé. Mais s'il vous plaît, pas de polémique là-dessus. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Mais Roland Lescure, pour que nous protégions ensemble nos enfants par le Sénat, face à des intérêts économiques extrêmement puissants. Merci. Maintenant, Roland Lescure, il ne peut plus ne pas se faire engueuler par le Sénat. Marie-Pierre Bessin-Guérin pour le groupe Les Indépendants, République et Territoire. Vous avez la parole, ma chère collègue. Ah, les indépendants du Sénat. Monsieur le Président, monsieur... Ah, je faisais mon sénateur, c'est pour ça. Il faut que je me prépare. La question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. J'y associe ma collègue Marie-Claude Lermytte. La loi Vial de 2024 prévoit que l'État finance les AESH pendant la pause méridienne. Pourtant, de nombreux maires nous alertent sur le non-renouvellement des conventions pour la rentrée 2025. Les textes s'accumulent sans lisibilité et sans cohérence, et les collectivités doivent supporter des coûts par manque de clarté. La loi de 2024 affirme que les AESH sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et la pause méridienne. Mais une note de service de 2024 et un décret de 2025 complexifient et entravent l'interprétation et l'application. Il faut appliquer la loi sans délai, permettre des modalités souples sur le terrain, lever les blocages qui nuisent à la scolarité et au budget, obtenir des instructions claires et des garanties de prise en charge des dépenses, et s'engager pour faire avancer ce dossier. Les élus attendent des réponses claires. Par ailleurs, beaucoup de Français estiment que les territoires ruraux sont délaissés. Les inégalités scolaires y sont marquées, 3 fois moins de chances d'obtenir les dispositifs de l'éducation prioritaire, 9 des 10 départements les plus faibles en lecture seraient ruraux, et l'orientation et l'accès à l'enseignement long restent plus difficiles pour les jeunes issus du monde rural, souvent par manque d'ambition de la part des enfants et de leur entourage. Dans ce deuxième contexte, je vous pose 3 questions. Reconnaissez-vous que les critères actuels de l'éducation prioritaire excluent structurellement les élèves ruraux en difficulté? Envisagez-vous de revoir d'urgence ces critères pour les baser sur les besoins réels et les performances scolaires et non sur des zonages obsolètes? Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour briser ce plafond de verre et permettre à chaque enfant, où qu'il habite, d'envisager un parcours équitable et un avenir en cohérence avec le monde en perpétuelle transformation? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est... C'est ça, pardon, j'ai oublié de le dire. Voilà. Les AESH. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bessin-Guérin. Voilà. Alors, trois questions dans votre question, donc 3 réponses successives, mais du coup assez brèves. Premièrement, sur la loi dite la loi Vial, dont je salue encore l'auteur, sur les AESH sur la pause méridienne. Nous ne sommes objectivement, techniquement, pas encore à la maille. Vous avez raison. J'ai donné des instructions personnellement au recteur avant les vacances de Noël, et je vais les redonner la semaine prochaine pour que les conventions soient renouvelées. Au-delà de ça, vous savez qu'il y a des problèmes de vivier.
On a des mal à trouver les AESH correspondants et de prise en charge. Mais très clairement, on est en train de... En même temps, c'est normal, vous les payez au lance-pierre. J'œuvre personnellement dans ce sens. C'est un travail terrible. Il faut se téléporter d'un bout à l'autre d'un département en une demi-journée. Certains la considéreraient comme délaissée par l'éducation nationale. Pour le coup, c'est quelque chose par rapport auquel je m'inscris en faux. 30% des écoles de France sont en ruralité pour 18% des élèves. Vous avez en moyenne 19,5 élèves par classe dans le rural éloigné, c'est un problème de vivier. En moyenne, et 23 dans les zones urbaines hors éducation prioritaire. Donc l'effort, il existe. En même temps, si ton contrat, c'est que le lundi, tu es au nord le lundi matin, tu es au bord du département, au nord du département, et que l'après-midi, tu es au sud du département et tu fais ça tous les jours. Les jeunes ruraux n'ont pas le même empan d'ambition. C'est les conditions de travail. L'ambition et le budget aussi, oui, c'est vrai. Ils ne regardent pas suffisamment autour, ils ne sont pas mis en situation d'avoir une ambition suffisamment développée par rapport à leurs camarades urbains. Et donc, il y a très clairement un travail à faire, et un plan d'orientation a été spécifique sur l'orientation des gens de milieu rural. Surtout qu'il faut donner des vraies conditions de travail dignes aux AESH. En troisième et en seconde, pour diversifier leurs ambitions, et on est en train de travailler ensemble. Troisième élément, et pardon d'être aussi rapide, sur l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, effectivement, il faut savoir ce qu'elle traite. L'éducation prioritaire, elle traite la concentration de la grande pauvreté. Autrement dit, quand vous avez 60% d'élèves qui sont en situation de pauvreté dans un établissement, vous basculez grosso modo à l'éducation prioritaire. 75% des élèves pauvres ne sont pas en éducation prioritaire. Donc ça fait qu'effectivement aujourd'hui, on n'est pas suffisamment présent dans le monde rural, on est en train de réviser les critères, mais la carte, elle, ne pourra pas être révisée avant les présidentielles pour des raisons que j'ai déjà indiquées. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Frédérique Puissat pour le groupe Les Républicains. Le retour des Républicains. Ma question s'adressait à Madame la ministre de l'Agriculture. En janvier 2024, les agriculteurs bloquaient nos routes, occupaient les ronds-points et manifestaient leurs revendications pour mieux travailler et pour mieux vivre. Fin 2025, la flamme de la colère se rallumait avec les conséquences de la propagation de la DNC et surtout une probable entrée en vigueur d'un Mercosur dont personne ne veut. Comme beaucoup d'entre nous, nous étions nombreux sur les ronds-points et singulièrement en Isère, au rond-point de Saint-Quentin, au rond-point du col du Faux, mais sur tous les ronds-points de France. Nous y avons vu, j'y ai vu, des agriculteurs exprimer leur colère, tenir bon jour et nuit malgré un froid glacial. J'y ai vu des hommes et des femmes courageux, dotés d'un sens patriotique qui fait honneur à notre pays. Mais j'y ai surtout entendu des personnes qui disent ne plus rien avoir à perdre. Après les rendez-vous ratés de 2024, le constat est là. Ils sont au bout, ils sont à bout. Cette profession a le sentiment d'avoir trop attendu de promesses sans résultat. La dernière en date, le projet de loi qui fait de la souveraineté alimentaire un objectif structurant des politiques publiques, alors même qu'il se heurte toujours à des procédures extrêmement lourdes. Alors même qu'avec les prédateurs, les loups, les rapaces, ils assistent impuissants à la destruction de leur cheptel et notamment sans pouvoir le remplacer s'ils sont en bio, car la règle le leur interdit. Madame la ministre, je m'interroge sur la capacité du gouvernement à être au rendez-vous des annonces faites ce lundi par le ministre. D'abord, que va faire la France sur le Mercosur? Ensuite, si l'on peut se réjouir que des arrêtés soient pris afin de suspendre l'exportation de certaines denrées venant de pays d'Amérique du Sud, comment allez-vous vous assurer de la traduction concrète de ces contrôles? Enfin et surtout, alors qu'une entrée en vigueur imposée du Mercosur se profile sournoisement, quelle opposabilité, quelle valeur auront ces arrêtés une fois cette nouvelle zone de libre-échange instaurée? Pour vous répondre, la parole est à la porte-parole du gouvernement, Madame Maud Bréjon. Le retour de Maud. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Le BEPO, ouais. Je connais le BEPO. J'ai fait un peu de BEPO, moi. Je vous prie de nouveau d'excuser l'absence de ma collègue Annie Genvar, qui, comme vous le savez, est à Bruxelles. Elle n'est pas revenue entre-temps de Bruxelles. Elle est claire, elle est constante, et depuis des années de ça. On dit une chose très simple, c'est un traité qui est ni juste ni équitable, et donc il est inacceptable en l'état. On n'est pas par principe et de façon dogmatique, comme vous d'ailleurs, contre le libre-échange, contre des échanges commerciaux. L'agriculture a besoin commercial pour pouvoir vivre. Mais en l'état, le traité tel qu'il est, parce qu'il introduit une forme de deux poids, deux mesures, n'est pas acceptable. Ça ne l'est pas pour le Parlement, ça ne l'est pas pour le gouvernement et ça ne l'est pas pour les agriculteurs français. On a mis des exigences sur la table, 3 exigences, certaines sur lesquelles on a eu des avancées, je pense notamment à la clause de sauvegarde, et certaines sur lesquelles le compte n'y est pas. Et je pense à la question des mesures miroirs qui visent tant à protéger les agriculteurs qu'à protéger les consommateurs. Donc nous verrons
les avancées qu'il y aura dans la dernière ligne droite, mais en tout état de cause, aujourd'hui, notre position est inchangée. Je voudrais quand même préciser une chose sur les votes qui auront lieu dans les jours à venir. La messe ne sera pas dite et nous n'arriverons pas au bout du chemin. Il y a la possibilité pour le Parlement européen de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, saisine qui, si elle a lieu par le Parlement européen, interrompt la procédure d'adoption du Mercosur, et donc il y a une responsabilité importante des parlementaires européens, et puis ensuite le Parlement européen aura, le cas échéant, là encore une fois, à se prononcer au printemps pour entériner ou non définitivement le Mercosur. Donc je crois qu'encore une fois, on a tous autour de nous des parlementaires européens, dans nos familles politiques respectives, qui auront là un rôle majeur à jouer. Quant à la question, au début de votre question sur les arrêtés qui ont été pris effectivement par le gouvernement et qui ont été publiés aujourd'hui au journal officiel, ça va au fond dans le même sens que l'opposition de la France au Mercosur, à savoir refuser le 2 poids 2 mesures, et donc des contrôles spécifiques seront mis en place, tant sur les ports que les aéroports, que les magasins et que les entrepôts, pour s'assurer qu'aucune substance résiduelle interdite en Europe n'arrive dans nos assiettes. Je vous remercie. Il n'y aura pas de contrôle. Madame Puissat. Madame la ministre, quand c'est flou, il y a un loup. Il n'y a rien de clair dans ce que vous nous avez énoncé. Au moins, ça c'est clair. La parole est à notre collègue Annie Le Houerou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Alors, revoilà les socialistes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le plan Grand Froid a été activé dans plus de 40 départements en France métropolitaine. Ce plan est une question de survie pour beaucoup et de mort pour beaucoup trop. Nous déplorons ainsi des victimes à Nantes, à Paris et ailleurs. En France, 350 000 personnes sont sans domicile. Parmi eux, de nombreux travailleurs pauvres qui peinent à se loger, des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, des femmes victimes de violences, des personnes âgées qui n'arrivent plus à payer leur loyer, des étrangers sans papier. Selon la Fédération des acteurs de la solidarité à la mi-décembre, 7 000 personnes, dont 2 000 enfants ayant appelé le 115 en France, n'ont pas obtenu de place en hébergement d'urgence et dormaient à la rue. Ces plans Grand Froid pallient sur de très courtes périodes des manquements structurels que les associations tentent de combler alors que les coûts augmentent et que les subventions se réduisent, les mettant elles-mêmes en grande difficulté. Je rends ici hommage à tous les bénévoles et professionnels qui accompagnent les plus vulnérables dans des conditions difficiles. Vous n'êtes pas responsable de la météo, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, quoi de plus normal que des températures négatives en hiver dans notre pays ? Mais vous êtes en responsabilité d'agir lorsque des millions de Français subissent la précarité énergétique et le mal-logement. Plus de 4 millions de personnes sont en situation de mal-logement en 2024, soit plus de 20% en 10 ans. 2,7 millions de ménages attendaient un logement social mi-2024, un chiffre record, alors que seuls 82 000 et il va faire qu'augmenter au fur et à mesure des années. C'est le pire résultat depuis 20 ans. Les travailleurs pauvres, comme les retraités à faible revenu, doivent pouvoir vivre dans un logement décent, bien isolé, loin des passoires énergétiques qui grèvent les budgets et altèrent leur santé, les maintenant dans une spirale de précarité dont ils ne peuvent sortir. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de porter une réelle politique de logement pérenne et de qualité pour tous et toutes ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Ville, du Logement, M. Vincent Jeanbrun. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci Madame la sénatrice pour votre question, et une fois de plus je m'associe à l'hommage que vous avez rendu à tous les opérateurs, à toutes les associations et à tous les bénévoles qui aujourd'hui œuvrent pour protéger les plus vulnérables. Leur travail est fondamental et ils honorent le principe même de fraternité qui est au fronton de tant de nos bâtiments publics. Vous parliez tout à l'heure de baisse de subventions, pardon mais là je m'inscris en faux puisque justement nous travaillons à augmenter le budget pour l'ensemble de l'hébergement d'urgence, pour les plans Grand Froid comme celui que nous connaissons actuellement. Et encore une fois, je veux saluer le travail des préfets qui l'ont activé avec beaucoup de promptitude et qui ont ainsi permis d'augmenter de 5 000 le nombre de places. Plus de 73 départements encore aujourd'hui sont dans un plan Grand Froid activé. Mais justement, le budget
dans cette période si compliquée, a été augmenté, en tout cas proposé avec une augmentation de 110 millions d'euros. Ce n'est pas rien dans le contexte budgétaire qui est le nôtre. Et donc c'est pour ça qu'une fois de plus, je vous invite à ce que nous trouvions les moyens d'avoir un budget pour soutenir sur le terrain. T'es gentil, tu me feras le ménage sur ton clavier, hein, parce que moi ça me trigger. Nous puissions continuer à sauver des vies. Chaque vie perdue est un drame, évidemment, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue collectivement à se battre. Et plus largement, vous avez évoqué la question du logement. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, c'est toute la chaîne du logement qui est aujourd'hui grippée en France. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de dire que je suis moins ministre du logement que ministre de la crise du logement. Et c'est pour ça que je remercie Monsieur le Premier ministre de soutenir les initiatives qui ont été portées. Nous avons pu, sur l'inspiration du rapport notamment de Marc-Philippe Daubresse, introduire dans le budget le statut du bailleur privé. Nous continuons évidemment à le défendre parce qu'avec des initiatives comme celle-ci, eh bien, nous recréerons du logement en France. Nous accompagnerons aussi le logement social puisqu'ils ont aujourd'hui besoin, le logement privé et le logement social, en symbiose, d'être soutenus l'un et l'autre. Et c'est ensemble que j'espère nous résolverons cette crise du logement. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Alain Milon pour le groupe Les Républicains. Le retour des Républicains, encore. Président, oula, chers collègues, il y a un problème de micro, là. Madame la ministre de la Santé. Depuis lundi dernier, les médecins libéraux expriment un profond mécontentement qui se traduit par un mouvement de grève relativement inédit. Or, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, la majorité sénatoriale a clairement entendu ces inquiétudes et a rejeté plusieurs dispositions à l'origine de leurs principaux griefs. Nous avons ainsi refusé que le gouvernement puisse fixer unilatéralement les tarifs par voie réglementaire en l'absence d'accord conventionnel, réaffirmant ainsi notre attachement au dialogue conventionnel. Nous avons aussi également rejeté la limitation des prescriptions d'arrêt de travail qui stigmatisent les professionnels sans pour autant donner de solution aux problèmes des IJ. Nous avons également refusé le déremboursement du secteur 3. Je vous rappelle que secteur 3, le déremboursement, c'est le déremboursement des prescriptions médicales, c'est-à-dire que c'est le patient qui est pénalisé et pas le médecin qui est pénalisé. Face à ce signal politique fort envoyé par le Sénat et à la colère persistante des médecins libéraux, quelles sont aujourd'hui, Madame la Ministre, pour vos propositions concrètes pour renouer le dialogue, apaiser les tensions et garantir un exercice médical libéral respecté et attractif sur l'ensemble de nos territoires? Pour vous répondre, la parole à la ministre ce raclement de gorge. Madame Stéphanie Rist. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Milon. Gérard, c'est son premier jour, il en peut déjà plus. Les médecins sont en grève depuis, il a le Monday Blues. Depuis lundi. Sauf qu'on est mercredi. Que je suis évidemment avec une grande attention, vu le contexte épidémique de grippe, le contexte climatique qui surcharge et aggrave les tensions sur nos urgences. J'ai aujourd'hui des données objectives concernant la journée de lundi sur ce mouvement de grève, qui sont des données remontées par la Caisse d'assurance maladie, et on peut comptabiliser effectivement 15% de médecins généralistes lundi qui étaient en grève, enfin une diminution par rapport à l'année dernière, et une diminution de 6% des médecins spécialistes sur la journée de lundi. Concernant le retentissement, on peut retrouver une augmentation globale de 20% d'appels au SAMU, mais ces chiffres-là correspondent aussi à un événement climatique et encore une fois épidémique de grippe, mais en tout cas il existe cette augmentation de 20%. Donc tout le gouvernement et évidemment tous les services, et je remercie les soignants qui permettent la continuité des soins. Pour répondre à votre question oui, ce serait bien, si ça fait une minute, concrètement, je le redis ici, mais j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Non, dans ce texte, il n'existe pas de remise en cause de la liberté d'installation. J'entends parler de quotas d'arrêt maladie, ça n'existe pas. Non, il n'existe pas de sanction si le dossier médical partagé n'est pas rempli. Dans ce texte, qui est un texte de compromis, je le rappelle, qui a été voté, il n'existe pas non plus de taxation du secteur 2. J'ai pu à plusieurs reprises dire mon attachement à tous les modes d'exercice de ces professionnels médecins, qu'ils soient secteur 1 ou secteur 2. Et je vous rejoins, Monsieur le Président Milon, vous avez raison, notre système est basé sur cette négociation conventionnelle. Nous devons recréer cette confiance de la négociation. Il y a le sénateur Grémillet qui va prendre la parole, vous savez, la PPL Grémillet. Le dialogue n'est pas rompu. J'entends les craintes et les inquiétudes des médecins. Il y a du plomb aussi qui arrive. Ouverte, nous devons
renforcer ce dialogue et reprendre des discussions avec l'assurance maladie en toute confiance. Monsieur Milon. Et donc Stéphanie Rist, elle dépasse un peu son temps de parole. Monsieur le Président. Votre réponse, Madame la Ministre, me choque un peu. Parce que vous êtes oui, en ça train dépasse. de dire que les médecins ne devraient pas faire grève puisqu'ils sont en période d'épidémie. Ils devraient donc subir l'ensemble de vos décisions et se taire puisque nous sommes en période d'épidémie. Ah bah c'est marrant, il y a exactement la même chose avec n'importe quel gréviste de base, notamment la SNCF. Vous avez dit aussi, dans le cadre de... C'est marrant, c'est les premiers à parler de réquisition du personnel. Ils se sont aussi sentis particulièrement injuriés. Et là, par contre, là, ça Madame la choque. Ministre, vous savez très bien que la médecine libérale assure plus de 90% des soins sur le territoire national. Il faut donc faire en sorte que ceux-ci puissent le faire en toute liberté. Oui, parce qu'il y a le bon manifestant et il y a le mauvais manifestant. Comme il y a la Alors, bonne invasion et la mauvaise invasion. De cette façon, garantir la prise en charge de qualité dans un climat de défiance qui existe actuellement. Ne vous inquiétez pas, on fera des révisions rendre ensemble. Attractive la médecine libérale tu dépasses, par Milon. des mécanismes contraignants ou punitifs qui ont été mis en place dans le cadre de ce PLFSS. Comment combler les déserts médicaux en affaiblissant ceux qui font tenir le système au quotidien. Il est urgent, je crois, que le gouvernement retire les mesures qui sont ainsi ici contestées. La parole est au... Bon, Gérard Larcher qui a décidé de s'en foutre du temps de parole. Le retour des centristes. Merci, Monsieur le Président. Le 1er janvier, à 1h30 du matin, la station de Crans-Montana a connu l'horreur. Vous en avez rappelé le terrible bilan dans votre hommage. Monsieur le Président, merci beaucoup. L'émotion dans les Alpes et bien au-delà est immense et elle est largement partagée. Fidèle à l'amitié profonde qui nous unit au peuple valaisan et à la Suisse, notre pays a aussitôt ouvert ses hôpitaux et proposé notre aide fraternelle. Je salue la réactivité du gouvernement, au travers de notre diplomatie comme de nos autorités sanitaires. Je souhaite que notre solidarité se prolonge aussi dans la mise à disposition des innovations françaises les plus prometteuses, comme celle d'Emarina en Bretagne, pour permettre aux blessés de guérir au mieux, ainsi que Michel Canevet l'a proposé de manière prémonitoire dans sa question orale ici même, le 23 décembre dernier. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'incendie du Constellation à Crans-Montana nous rappelle cruellement celui du Cuba Libre à Rouen il y a près de 10 ans. Ah bon? Je m'en souviens pas, moi. Ça rappelle aussi, ma chère collègue de l'Isère, le 5-7 il y a 55 ans. Après des drames de cette nature, nous assistons souvent à un concours Lépine des réformes à mener. En l'occurrence, nous avons le sentiment que ce n'est pas l'état de notre réglementation qui est en cause. Pouvez-vous nous le confirmer? Et si la solution n'est pas textuelle, elle réside dans l'application scrupuleuse des textes existants. Dans ces conditions, le drame du Constellation va-t-il donner le signal d'un contrôle immédiat et sérieux de tous les établissements en France? Et dans l'affirmative, quels moyens entendez-vous mobiliser pour accompagner les maires et les services d'incendie et de secours dans cette mission? Parce que moi, en termes d'incendie, moi je pense à Lubrizol, à Rouen. 2016, ah bah oui, 10 ans. Président, mesdames et messieurs, je repense à Lubrizol, donc 2019 aussi. C'est pas la même chose. Évidemment, au nom du gouvernement, de m'associer à l'hommage. Ça, j'en ai entendu parler. Monsieur le Président, j'ai été sous les fumées. Du drame de Crans-Montana, vous dire effectivement que j'ai moi-même eu mon homologue dès le jeudi soir et nous avons mobilisé des dispositifs, notamment dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Nous avons envoyé un certain nombre de moyens et sous l'autorité de ma collègue Stéphanie Rist, nous avons accueilli en transfert un certain nombre de blessés. La question que vous posez, elle est évidemment fondamentale, c'est celle de l'application et de la mise en œuvre des règles des établissements recevant du public. Vous savez que, vous l'avez rappelé, ces règles n'ont cessé de se durcir, parfois au gré après des drames, d'autres fois sans qu'il n'y ait eu de drame. Nous n'avons eu de cesse de durcir cette réglementation et admettez que parfois même on nous le reproche. Dans certains secteurs, on nous reproche ce durcissement de cette réglementation qui, je crois, est à un très haut niveau, à la fois en termes de modalités de dégagement, de détection incendie, de sortie de secours, de résistance au feu des matériaux. Voilà, nous avons des normes de très haut niveau. La question, c'est effectivement celle du contrôle. C'est clairement celle du contrôle. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé en Suisse, que vous avez un certain nombre d'établissements qui fonctionnent en réalité en appliquant dans une catégorie qui n'est pas celle pour laquelle ils ont eu une autorisation en réalité. Et c'est clairement le cas d'un certain nombre de bars
qui se transforment en établissements dansants et qui fonctionnent en réalité comme des discothèques sans en avoir l'autorisation et sans rentrer dans la catégorie des ERP de type P correspondantes. Il y a plusieurs catégories en fonction de la jauge. Si seulement on pouvait contrôler ces établissements, qu'on avait des services. Non, nous n'allons pas renforcer les règles. Vous l'avez rappelé, je partage tout à fait cette position. Nous n'avons pas besoin de renforcer les règles. En revanche, renforcer les contrôles, oui. Dès les 48 heures après le drame, j'ai écrit à tous les préfets pour leur demander de renforcer l'information sur les règles. Et surtout, nous allons demander aux forces de sécurité intérieure, sur le terrain, de renforcer les contrôles pour détecter ceux des bars qui ne respectent pas les règles et qui se transforment en discothèque sans en avoir l'autorisation. Comptez sur ma détermination là-dessus. Oui, donc ça va durer 2 semaines. Président, et après, quelques secondes. Oui, quelques secondes, Monsieur le Président, pour vous remercier, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Les meilleurs contrôles, c'est les contrôles la nuit, dans les situations qui existent. Ce n'est pas en pleine journée quand l'établissement est vide de tout public. Donc c'est la nuit qu'il faut aller voir que ces établissements de nuit respectent la classification qui est la leur. Merci beaucoup. Bien. La parole est à notre collègue Daniel Gremillet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, ce week-end, vous annonciez sur les réseaux la présentation dans quelques semaines du grand plan d'électrification des usages au service de notre souveraineté énergétique. Permettez-moi de m'interroger tant sur la stratégie de communication retenue que sur la méthode envisagée. Il y a 3 ans, les prix d'énergie atteignaient des records et le gouvernement mobilisait les préfets afin de préparer les maires et les entreprises à d'éventuels délestages au cours de l'hiver pour éviter le blackout. Dans le même temps, le Parlement examinait une loi sur les énergies renouvelables, puis un texte sur le nouveau nucléaire. Ensuite, vous avez confié aux élus locaux la planification territoriale des énergies renouvelables, tandis que l'obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques entrait en vigueur. Le phénomène de la cloche solaire et la question des concessions hydroélectriques restent non résolues. Une succession de textes, une même méthode, aucune cohérence, aucune vision énergétique d'ensemble. Depuis juillet 2023, le pays attend toujours d'être doté d'une loi quinquennale fixant les objectifs de la politique énergétique. C'est épuisant. Nous ne pouvons pas imaginer un tel plan d'électrification des usages. C'est bon, il a ses trimestres de retraite, il peut partir. Une vision sur nos capacités de production, sans définir le prix de l'électricité dans les prochaines années. Comment allons-nous assurer le financement des investissements d'EDF? La Cour des comptes l'estime pouvant atteindre 460 milliards d'ici 2040. Aussi, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous achever l'examen du texte de programmation énergétique à l'Assemblée nationale pour publier enfin la PPE 3 et enfin doter la France d'un véritable cap énergétique? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et de la souveraineté énergétique. Voilà, merci, Roland Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gremillet, en fait, je vous rejoins à 100%. On a besoin de prendre un peu de temps, notamment du fait des données de RTE publiées avant Noël, qui montrent que l'électrification des usages en France aujourd'hui n'est pas au rendez-vous par rapport à l'ambition qu'on avait initialement, et intégrer aussi le fait que l'offre d'électricité, depuis les moments difficiles auxquels vous faites référence au moment de la crise en Ukraine, s'est fortement accrue. On exporte aujourd'hui plus d'électricité que rarement de France, et j'allais dire tant mieux. Ça crée à la fois de la souveraineté électrique en France et puis des prix de l'électricité plus faibles qu'ailleurs en Europe. Et donc on a besoin d'attacher tout ça. Et c'est ce que le Premier ministre m'a demandé de faire dans le cadre de propositions que je vais lui faire très vite. Vous le savez, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler tous les deux, j'ai consulté un certain nombre de groupes parlementaires à l'Assemblée. Je n'ai pas encore consulté l'ensemble des groupes au Sénat et je souhaite le faire dans les jours qui viennent, de manière à intégrer l'ensemble des analyses des parlementaires de tous bords pour faire des propositions concrètes que nous aurons l'occasion de vous présenter. Ces propositions doivent d'ailleurs aller au-delà évidemment de l'Hexagone, porter aussi sur les territoires d'outre-mer. Vous le savez, ils ne sont pas directement concernés par la PPE telle qu'elle est définie, mais ils ont droit, comme tout à chacun, à un plan de décarbonation avec des investissements forts dans le solaire, dans l'éolien, dans le géothermique. Et donc c'est l'ensemble de ce travail que nous souhaitons parfaire, poursuivre, avec une stratégie qui vous sera présentée très vite. Donc merci vraiment sincèrement de votre implication sur ce sujet, Monsieur le Sénateur. Ouais, c'est ça, oui. C'est l'arnaque. Avec une stratégie globale sur l'offre et sur la demande. Monsieur Gremillet. Et vive le marché européen de l'électricité. Oui, Monsieur le Ministre. Il faut être clair. Comment voulez-vous que dans notre pays, des entreprises investissent, s'implantent,
réindustrialise sans vision énergétique. Les 3 ans, tout le monde l'a encore dans la tête. Il faut avoir du courage. La bataille de l'énergie se joue à travers le monde. On le voit encore avec ce qui vient de se passer au Venezuela. La France ne peut pas être spectatrice. C'est l'avenir de notre pays. C'est stratégique. Nous avons besoin d'un cap énergétique pour la France. Ayons du courage. Le Sénat l'a eu. Merci. La parole est à notre collègue Mickaël Vallet pour le groupe socialiste écologiste. La dernière question des socialistes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une puissance étrangère a tiré sur des Français et le Quai d'Orsay s'est tu. En août dernier, des gardes-côtes libyens, financés par l'Union européenne et armés avec des bateaux fournis par l'Italie, ont tiré pendant 2 heures une centaine de balles sur nos compatriotes, sur des volontaires internationaux de SOS Méditerranée et sur 87 rescapés se trouvant à bord. Leur seul tort, appliquer les conventions internationales sur le sauvetage en mer. Je ne vous parle pas ici d'immigration. Ce débat est légitime, mais rien de sérieux ne peut être discuté sans parler d'abord de notre position sur le sauvetage inconditionnel en mer, sans parler de notre héritage méditerranéen. Ce sujet ne doit pas être partisan. Nicolas Sarkozy avait fait de l'Union pour la Méditerranée une priorité. Et récemment, à Marseille, le chef d'État vaticané a rappelé, je cite, que les personnes abandonnées sur les flots doivent être secourues. Chef d'État Ceux qui se réclament de l'héritage chrétien de l'Europe ne peuvent ignorer ces exhortations. Depuis 2014, ce sont plus de 40 000 naufragés qui ont péri en Méditerranée. 40 000. Et plus de 300 dans la Manche. Et nous n'observons pas de minute de silence pour eux. Son immense espace maritime impose à la France d'être à la hauteur de ses appels à l'aide. Les politiques faillissent, restent SOS Méditerranée pour sauver l'honneur et les écrivains pour rappeler l'essentiel. Je cite Laurent Godet, prix Goncourt. « La Méditerranée continue à être une mer où l'on meurt. Le temps passe et quelque chose s'installe. Toute tragédie qui se répète accouche du monstre effrayant de l'indifférence. » Monsieur le ministre, cette indifférence est-elle aussi celle du gouvernement français? Monsieur le ministre, depuis quand laisse-t-on tirer sur des Français sans réagir? Depuis quand la France se résigne-t-elle à ce que l'on meure dans la mer qu'elle a en partage avec l'humanité? Pour vous répondre là. Je suis curieux d'avoir la réponse de Laurent Nunez. Délégué chargé du commerce extérieur, Nicolas Forissier. C'est même pas Nunez qui répond, c'est Forissier. Merci, moi, il m'énerve. Monsieur le Président, Mesdames. Je l'ai découvert aujourd'hui et il m'énerve. Monsieur le sénateur, j'entends bien votre appel. Je veux vous dire que la France n'est pas restée sans réagir et qu'elle est, au contraire, y compris dans toutes les négociations autour, vous avez rappelé l'Union pour la Méditerranée, et dans toutes les négociations et discussions diplomatiques avec les pays du pourtour méditerranéen. Non mais il y a un problème, il y a la moitié des ministres qui ne sont pas là. Actif et moteur, je le redis. Vous avez raison, le sujet est absolument essentiel, je vais y revenir. Je veux quand même vous rassurer, encore une fois, sur le fait que la France est mobilisée sur cet incident ou cet accident ou cet événement fort regrettable qui s'est produit, effectivement. Les tirs qui ont visé le navire Ocean Viking sont graves et totalement contraires aux principes du droit international. Nous l'avons dit, nous avons marqué avec nos partenaires européens toute notre inquiétude. Nous sommes intervenus auprès des autorités libyennes à plusieurs reprises. C'est pas lui qui décide à qui donner la parole, en fait. C'est prévu en fonction de la nature de la question. C'est le gouvernement qui dit qui c'est qui va répondre. À faire une enquête pour faire la lumière sur cet incident qui est inadmissible et que les autorités libyennes elles-mêmes avaient du mal à expliquer. En tout cas, c'est en l'état les informations que nous avons eues. La sécurité de nos compatriotes, c'est moi qui ai mal lu le dérouleur aussi. Et c'est vrai. Je pensais que ce serait Laurent Nunez, mais est une priorité constante, y compris avec des cellules permanentes de veille du Quai d'Orsay, je veux le dire, et c'était évidemment le cas, en l'occurrence, en Libye. Nous restons mobilisés aux côtés des partenaires européens. Oui, moi aussi, ça me choque. En faveur de la protection des migrants en Libye et des travailleurs humanitaires. Je l'ai jamais entendu depuis qu'on a le gouvernement Le Cornu. Je le découvre aujourd'hui, il m'énerve. Nous avons d'ailleurs à nouveau passé toutes les questions auxquelles il répond, il m'énerve. À nos interlocuteurs libyens. Nous étions d'ailleurs associés à la démarche collective internationale qui a été effectuée
auprès des autorités libyennes à la suite d'autres événements qui s'étaient produits en avril 2025 avec des interrogatoires et des fermetures de locaux qui étaient particulièrement inappropriés aux yeux des autorités européennes et de nos partenaires comme de nous-mêmes. Nous avons donc multiplié là aussi les démarches, y compris en faveur de plusieurs organisations non gouvernementales. Je veux dire aussi que la direction de SOS Méditerranée a été reçue le 1er décembre 2025 pour faire le point. Elle a été reçue au Quai d'Orsay. Nous avons demandé à notre ambassade de Tripoli de faire une nouvelle démarche auprès des autorités libyennes afin d'obtenir cette fois-ci un rapport précis sur la situation. Pour le reste, je vous rejoins sur le fait que la gestion de la migration, merci Monsieur le Président, est une affaire extrêmement importante qui nécessite une coopération internationale développée sur le pourtour méditerranéen, car il y a effectivement, depuis 2014, pas loin de 40 000 morts à déplorer sur la Méditerranée. Je crois qu'on a notre record de dépassement de temps de parole. Gérard, à un moment, il faut couper le micro. Hein. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Outre-mer. Madame la ministre, le 16 janvier prochain, le président de la République réunira une seconde fois à l'Élysée les élus calédoniens pour un nouveau temps d'échange. 6 mois après le sommet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et l'accord de Bougival du 12 juillet dernier, nous sommes malheureusement aujourd'hui encore dans une situation de blocage. L'économie calédonienne se meurt, les Calédoniens n'en peuvent plus de cette situation d'incertitude. Ah, il est sénateur de Nouvelle-Calédonie. Les tergiversations des responsables indépendantistes ainsi que l'instabilité politique nationale ne vous facilite certes pas la tâche, mais vous avez l'obligation de sortir la Nouvelle-Calédonie de cette impasse. Après l'échec de votre surprenante initiative de consultation anticipée, nous sommes confrontés à la date butoir du 28 juin prochain pour la tenue des élections provinciales. Un 4e report de la date de ces élections au-delà du 28 juin ne sera ni possible ni souhaitable. Le Conseil d'État a été clair sur ce sujet. Il vous reste donc moins de 6 mois pour les organiser. Les Calédoniens attendent de la part de l'État des positions claires, sincères et réalistes. Croyez-vous sincèrement, Madame la Ministre, qu'il est réaliste et possible, dans ce délai si court, de modifier la Constitution, d'organiser la consultation référendaire des Calédoniens, de faire adopter une loi organique, de mettre à jour les listes électorales spéciales et de tenir les élections provinciales au plus tard le 28 juin? Ne croyez-vous pas qu'il serait plus sincère et réaliste de la part du gouvernement de prendre acte dès à présent de cette impossibilité? Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Outre-mer, Madame Naïma Moutchou. Vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur naturel, vous évoquez un empilement de contraintes juridiques, constitutionnelles, électorales. C'est vrai, elles existent. Je ne les ai jamais niées. Il y a un cadre qui a été posé notamment par le Conseil d'État avec une date butoir et je m'y conforme. Mais gouverner, ça ne peut pas être faire le constat des obstacles qui existent et se mettre en pause. Gouverner dans l'intérêt des Calédoniens, c'est précisément aller chercher des solutions et aller chercher ce fameux chemin, même s'il est étroit, même s'il est difficile. Voilà pourquoi, après le vote partagé du Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur ce projet de loi de consultation à l'accord de Bougival, le président de la République a fait un choix clair, qui est celui de la continuité du dialogue, qui est celui de la poursuite des discussions. Et donc nous recevrons le 16 janvier prochain l'ensemble des forces calédoniennes à l'Élysée, en présence du Premier ministre, en présence de votre serviteur, et puis nous poursuivrons la discussion sur ce fameux accord de Bougival, qui est la voie du compromis, sur les éventuels éclaircissements, sur la situation économique et sociale. Vous l'avez dit, les Calédoniens n'en peuvent plus. Et vous savez que c'est un sujet important aussi. Le Premier ministre lui-même a dévoilé les grandes lignes de ce que pourrait être ce pacte de refondation économique et sociale, sous réserve du vote du budget. Je ferme la parenthèse. Mais il y a un certain nombre de décisions à prendre sur des choix importants pour les Calédoniens. Nous ne pouvons pas, évidemment, y renoncer. Je sais que nous nous rejoignons sur ce point. Donc ce qui est important de dire, c'est que chacun devra à ce moment-là se positionner. Chacun devra dire ce qu'il accepte, ce qu'il refuse, ce qu'il est prêt à assumer aussi vis-à-vis des Calédoniens. Et à partir de là, ce n'est pas un grand théâtre de parole qui est prévu. Ce que nous voulons, c'est bien à la fin décider et trancher. Et nous le ferons ensemble, monsieur le sénateur, et je veux vous rassurer, dans le respect de la loi, dans le respect du droit. À partir du moment où un consensus se dégage, ce que vous avez évoqué comme étant des freins, des obstacles, le calendrier en particulier, ce ne sont pas des fatalités. Et donc, si un accord politique partagé, solide,
peut-être trouver à l'issue de ces discussions à partir du 16 janvier prochain. Je peux vous dire que l'État fera sa part pour que le processus puisse aboutir. C'est naturel. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre réponse. Et en tout cas, au nom des Calédoniens qui souffrent actuellement et qui souffrent depuis plusieurs années, je voudrais dans le cadre des débats budgétaires, on aura cette occasion, mais effectivement, se concentrer aussi peut-être sur la relance économique et la reconstruction du pays. Parce que c'est ce qu'attendent notre jeunesse en particulier et nos entreprises. On a besoin de relancer cette économie. Alors, l'accord politique, ça fait 4 ans qu'on en parle. Monsieur le Premier ministre était ministre de l'Outre-mer lors du 3e référendum, donc il en sait quelque chose. Ça fait 4 ans qu'on est sur un débat pour l'accord politique, mais l'économie, effectivement, on a besoin de s'y consacrer. Merci. La parole est à notre collègue Olivier Cadic pour le groupe de l'Union centriste. Et voilà, ce sera notre dernière question. L'arrestation de Nicolás Maduro par les États-Unis confirme ce que la commission d'enquête du Sénat a souligné en 2024. Le Venezuela est un narco-État où le sommet du pouvoir est directement impliqué dans le trafic de cocaïne vers les Antilles et le territoire français. Dès le 31 octobre 2019, j'ai présenté une résolution pour le groupe Union centriste adoptée à une majorité écrasante, appelant la France à empêcher notre pays de devenir un sanctuaire pour les avoirs du régime. Depuis plus de 10 ans, ce régime de terreur, soutenu par la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba, a persisté dans ses violations, malgré les alertes répétées du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, victorieuse des primaires avec 93% des voix en octobre 2023, a été arbitrairement empêchée de se présenter par Maduro. Malgré cela, le peuple vénézuélien a massivement élu Edmundo González Urruña avec plus de 70% des suffrages. Le président de la République a déclaré samedi « Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir ». Pourtant, le régime demeure en place de devenir un État fantoche des États-Unis. À 1 heure d'avion du Venezuela, via la Guyane, la France est le seul pays européen présent en Amérique latine. Elle a un devoir de clarté et de leadership. Comment le gouvernement entend-il prendre avantage de l'arrestation de Maduro pour soutenir activement la transition démocratique ? Quelles sanctions ciblées seront imposées dès cette semaine pour exiger la libération immédiate des prisonniers politiques et le démantèlement de l'appareil répressif ? En particulier, allez-vous geler ou saisir les avoirs et biens situés en France de Nicolás Maduro et de ses principaux soutiens, à l'image de ce que vient de décider la Suisse ? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du commerce extérieur, M. Forissier. Et on termine avec l'autre, là, que je peux pas Merci supporter. beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Monsieur le sénateur Cadic, voilà que je cherche, bien sûr. On a déjà échangé dans d'autres temps et sur d'autres sujets. Je voudrais vous répondre que, évidemment, la France suit de très près la situation au Venezuela. Elle le fait dans le cadre des Nations Unies. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord dans ce cadre, et puis si nous sommes des défenseurs des Nations Unies et du multilatéralisme, que nous devons agir. Le président de la République, comme le Premier ministre et comme le ministre des Affaires étrangères ont rappelé d'ailleurs cette position de la France et ont rappelé combien la France était prête à accompagner la transition démocratique que vous évoquez, rappelant d'ailleurs que la France n'a jamais reconnu la soi-disant élection dont les résultats n'ont pas été publiés de M. Nicolás Maduro, mais par contre ont pris acte du fait que le président, je l'appelle le président González Urrutia, a été élu avec près de 70% des voix. C'est la réalité telle qu'elle est. Salut Messi. C'est dans ce cadre-là, bienvenue sur ce stream. Et en espérant que le président Urrutia ou d'autres personnalités, vous avez évoqué Mme Machado, c'est dans ce cadre-là que nous avec le ministre Forissier là qui me tend la transition démocratique de façon à ce que le peuple vénézuélien puisse recouvrer sa liberté pleinement par lui-même. Il ne s'agit pas d'avoir un régime qui serait imposé de l'extérieur. Là, je ne peux pas être plus clair non plus. Deuxième point, et c'est votre seconde question importante, la question des sanctions. Je veux rappeler que nous avons aujourd'hui 69 personnalités vénézuéliennes, dont l'essentiel des membres du gouvernement, en particulier, je pense au ministre de l'Intérieur, mais c'était évidemment le cas de M. Maduro et de son épouse, qui sont sous sanction en France.
leurs avoirs sont gelés. Il n'y a pas beaucoup d'ailleurs d'autres avoirs, mais en tout cas, je peux vous dire que nous en avons 69, 15 supplémentaires l'an dernier. Donc c'est une position qui est stricto sensu française, d'autres pays ne le font pas. Nous serons évidemment extrêmement vigilants. Après, il ne m'appartient pas de vous dire, ça dépend de la discussion, notamment au niveau de l'Union européenne et des Nations unies, quelles sont les autres sanctions qui pourraient être prises en accompagnement de cette volonté de transition démocratique. Je vous remercie. Le dépassement du temps de parole. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour sa réponse. Et je pense qu'effectivement, nous attendions de savoir si ces personnalités seront poursuivies. Cependant, j'ai cru voir dans un grand magazine hebdomadaire parisien qu'il semblerait que les enfants de l'ancien président du Venezuela dépensaient leur argent ici en France, et donc comme la famille Chavez, et j'aimerais qu'effectivement il puisse être enquêté pour savoir si cet argent ne provient pas de ces trafics. Merci. Merci. Donc, Olivier Cadic qui tombe dans la propagande impérialiste atlantiste. Messieurs les ministres, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h35 pour l'examen de la proposition de loi relative aux accompagnants des élèves en situation de handicap. La séance est suspendue. Et nous, on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat. J'espère que YouTube, cette séance vous aura plu. On aura beaucoup parlé du Venezuela, forcément, puisque, comme je disais en préambule, le Sénat n'a pas pu s'en expliquer hier, ou du moins demander des comptes au gouvernement. Donc c'est normal qu'ils aient leur temps de parole là-dessus. On aura parlé aussi beaucoup de Crans-Montana, et on aura parlé aussi de la régulation des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans qui devraient pointer le bout de son nez, puisque j'ai cru comprendre que le gouvernement avait été très réactif et proactif sur l'élaboration de ce projet de loi. Donc je crois qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines. J'allais dire prochains mois, mais je crois que ce sera même prochaine semaine, et qu'on aura une bonne procédure rapide là-dessus. Voilà. Oui, il y a un after après le live. D'ailleurs, YouTube, si tu souhaites voir un petit peu tout ce qui se dit en before et en after, n'hésite pas à venir directement en stream. On est en stream tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 17h30, 18h, 18h30 des fois, quand ça dépasse un peu. Voilà, donc n'hésite pas à passer une tête si tu le peux, tu seras le bienvenu, et ce sera toujours sympathique, comme tant d'autres avant vous qui avaient déjà sauté le pas, qui sont passés de YouTube à Twitch. N'hésite pas, tu y seras très bien reçu. Voilà, c'est la fin de cette VOD. Avant de partir, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et quant à nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour plus de questions d'actualité au gouvernement, mais sinon pour d'autres VOD en attendant sur la chaîne. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao tout le monde!